papa, Oui. je voudrais te poser quelques questions pour mieux visionner ta vie. Oui. Je suis à ta disposition. Ah, c'est gentil. Voilà. Alors, commençons. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué? C'est une bonne question, parce que j'avais un ami, très bon ami, de longue date, qui s'appelait Louis Chevasson. Louis Chevasson était un ami d'enfance d'André Malraux. Quand André Malraux est devenu ministre de l'Information d'abord et de la Culture ensuite, il a pris Louis Chevasson comme chef de cabinet. Et un jour, j'étais rue de Valois, c'est là où se trouve le ministère de la Culture. Je parlais avec Louis, et en sortant du bureau de Louis qui m'accompagnait, on croise André Malraux. Et ils ont parlé de différentes choses, et André a dit quelque chose de prophétique. Il a dit « Jamais une armée régulière n'aura gain de cause de aficionados ». Et cette parole prophétique s'est révélée vraiment exacte. On a vu la guerre d'Indochine, les rebelles ont gagné. On voit maintenant tout ce qui se passe au Mali, ce qui se passe même en France, dans d'autres pays. Combien de pays il y a des révolutions où l'armée régulière a dû céder aux rebelles. Donc j'ai gardé ce personnage qui revient régulièrement à mon esprit. C'est merveilleux. Voilà. En parlant... Entre autres, tu sais que l'admiration que j'ai pour Edgar Morin, qui est aujourd'hui un grand savant européen, je dirais presque, et que j'espérais l'avoir aujourd'hui, malheureusement il n'a pas pu. En parlant de tes passions, la musique tout en particulier, Oui. un compositeur, un opéra ou un chanteur qui te vient à l'esprit? Jean-Sébastien Bach, pour moi, c'est le plus grand. Enfin, c'est difficile à dire, mais je pourrais dire que pour moi, c'est le plus grand. Il y en aurait 10, mais finalement, s'il fallait donner un nom, je donne celui-là. Et tu es un homme d'affaires. Oui. Avec des hauts et des bas. Oui. Mais selon toi, quelle est la qualité la plus importante d'un bon homme d'affaires? Je l'ai déjà dit, je crois, c'est la persévérance. Parce que l'homme d'affaires, à mon avis tous, ont des hauts et des bas. Et s'il n'avait pas cet esprit de persévérer, il ne pourrait pas continuer à vivre. Parce que tout le monde a une période basse, une période mauvaise, soit physiquement, soit financièrement. S'il ne persévère pas dans ses idées, il coule. Voilà pour un homme d'affaires. Oui, c'est bien dit. Et sur ces lignes-là, comment est-ce que tu définis le succès? Le succès? Oui. Le succès, c'est facile à répondre, c'est quand il arrive. Le succès, c'est la récompense d'une persévérance. Quand un homme a lutté, quand ça allait mal et qu'il est arrivé à réussir, c'est le succès. Et est-ce que tu as une leçon de vie que tu voudrais partager avec nous? Et quoi, une leçon de? Une leçon de vie que tu voudrais partager avec nous. Ah oui. Avec nous, hein, tu as dit. Oui, avec nous. Eh bien, il faut s'aimer. Ne jamais cesser de s'aimer. Et de ne jamais, comme je viens de le dire pour les hommes d'affaires, la persévérance,
il faut que ça aille mal ou bien, il faut que l'amour entre nous domine. C'est l'amour qui va guérir toutes les choses désagréables qui peuvent arriver. Et est-ce que tu as un proverbe qui te plaît? Attends, il faut que je pense, parce qu'il y en aura plusieurs. Tu m'as souvent parlé d'un proverbe que ta maman t'avait dit quand on t'a jeune. Ah oui, maman m'avait dit aussi un proverbe qui est resté dans ma mémoire. 1 heure avec un riche t'enrichit. Il ne faut surtout pas penser qu'elle a parlé d'argent. Elle a voulu dire n'importe quel homme qui apporte en lui un bien-être, une leçon de vie, 1 heure avec lui t'enrichit dans ce sens. Donc, 1 heure avec un riche t'enrichit. Ça n'a rien avec l'argent, mais ça a trait à la vie de tous les jours. 1 heure. Et qu'est-ce que le bonheur? Pardon? Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est se sentir bien dans sa peau. Tu as raison. Et selon toi, quels ont été les moments les plus heureux de ta vie? Le moment le plus heureux de ma vie, mon mariage. Et le pire? Il ne vaut mieux pas le dire. C'est mon mariage, je suis précise, avec Margaret. Quoique je ne me suis jamais marié. C'est mon seul mariage. Jamais marié? À part Margaret, je ne me suis jamais marié avant, c'est ce que je dis. Et est-ce que tu as des regrets? Non. Ah. Aucun. J'aime la confiance avec laquelle tu il me passe par la tête quelquefois de penser à ce que j'avais et que j'ai perdu, mais sans regret. Je ne regrette jamais. C'est comme la chanson de Piaf. Une de tes chansons préférées d'ailleurs. Oui, non, pas une de mes chansons préférées. Elle me fait penser à toi, en tous les cas, cette chanson. Ah d'accord, ça oui, mais Piaf ne rentre pas beaucoup dans une priorité chez moi. C'est agréable, il y a des choses très, très passionnantes, mais elle ne fait pas partie de ma vie sélective. En parlant de priorité, qu'est-ce qui est dans ton esprit le plus souvent? À quoi tu penses? Le plus souvent, la vérité, à mon père et à ma mère. Ah bon? Ah oui. C'est des gens merveilleux. Ils m'ont donné une vie grâce à laquelle je vis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux avoir de plus? Il y a évidemment beaucoup de choses, parce que dans la vie, on passe par des hauts et des bas, on peut penser que tel point ou tel autre, mais le plus important, c'est mon père et ma mère. On peut dire par exemple aussi mon mariage, mon premier mariage, c'est quand même, après une telle vie, se marier avec quelqu'un qu'on aime, c'est suffisant pour être relaté, mais c'est quand même dominé par ma naissance. Et tu rentres dans ta 95e année. Et oui, exact. Et je dois ça à mes parents. Ouais. C'est une fibre. Et comment est-ce que tu vois ton avenir? Mon avenir? J'espère seulement rester encore 5 ans pour pouvoir parler d'un siècle. Merveilleux, papa. Oui. Voilà, chérie. Moi aussi, je le souhaite. Alors, papa, oui? Est-ce que tu crois en Dieu? Ah oui, à 100%. Oui? Oui. Et la religion? La religion, elle me pose des problèmes. Pourquoi elle te pose des problèmes? Des problèmes parce que, comme je crois en Dieu, je suis perturbé quand des choses ne vont pas selon moi, comme elles devraient être par rapport à ma croyance. Alors évidemment,
je crois en Dieu, mais je doute de certaines situations. D'accord. Et que penses-tu de la paix? Qu'est-ce que je pense de la paix? La paix? Malheureusement, elle est jamais suivie et toujours difficile à atteindre. Et on l'a vu avec les événements qui viennent de se passer ce 13 novembre, que la paix est très fragile, et qu'il est très difficile de pouvoir parler de paix, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va venir la tromper. Est-ce que tu as une position sur ce qui se passe en Israël? Si c'est quoi de? Une position sur ce qui se passe en Israël. Malheureusement, ce qui se passe en Israël, c'est la même chose que ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais la paix tant qu'il n'y a pas un accord entre Palestiniens et Israéliens. Et ça paraît peu probable. Revenons à la France. Oui. Est-ce que quelle est la différence entre la France telle que tu la connais aujourd'hui et telle que tu l'as connue dans ton passé? Oh là là, c'est le jour et la nuit. Décris-moi. Ah oui. J'ai connu, comme je viens de te le dire, je n'ai jamais de regrets, mais il n'empêche pas moins, quand je vois la France d'aujourd'hui et ce qu'elle était au début, à mon arrivée en 1945, il est évident, c'était après la guerre. Les gens étaient heureux d'avoir fini la guerre de 40 et que tout le monde vivait dans le bonheur et la joie. Et je suis arrivé à cette époque. Je suis arrivé à une France qui était heureuse de vivre. Et en plus de ça, une chose qui est curieuse, que j'ai réalisée peu de temps après mon arrivée, c'est que j'ai compris que la France n'avait pas traversé la guerre. D'une certaine manière, c'est-à-dire, on connaît la France, on sait la guerre, on sait ce que ça a coûté, mais le mode de vie d'avant la guerre, que je n'ai pas connu, mais j'ai eu l'impression que c'était le même mode de vie après la guerre qu'avant la guerre, mais pas pendant la guerre, bien sûr. Il y avait, j'ai rencontré des gens, justement à cette époque où je fréquentais les aristocrates et quelqu'un un jour qui m'a demandé si est-ce que les lions arrivaient jusqu'au centre de Casablanca? Non. Oui. Vous n'aviez pas de problème comme ça? Je dis, écoutez, monsieur, les lions, même si on voulait les voir, on ne serait pas arrivé à les voir. Oui, il y avait des questions comme ça, parlant de la vie au Maroc, comme si la vie était dans une jungle aussi lointaine. Parlons de la jungle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Si tu te projettes, je ne sais pas moi, dans 20, 30, 40 ans, comment est-ce que tu vois l'avenir? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Malheureusement, malheureusement, je le vois noir d'un côté, mais j'ai confiance en l'homme. Parce que ce que la France a traversé pendant les siècles et qui s'est bien redressée, pourquoi ne se redressera-t-elle pas dans les siècles à venir? Et au niveau de la technologie, je sais que tu adores la technologie. Oui. Je sais que tu es fasciné par l'Internet. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es fasciné par Toi, tu es fasciné. Je te vois souvent avec un ordinateur et tu essayes justement. Fasciné, non. Fasciné parce que je suis d'un esprit en général pas tellement machine, tu vois. Je suis un peu rébarbatif. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans Internet. Donc,
Donc je suis comme la majorité des gens. Je crois qu'aujourd'hui, plus il y a des gens qui sont fascinés par Internet, plus il y en aura. Parce que ça facilite la vie quand même. Donc, du moment qu'on en tire un intérêt, il n'y a pas de raison qu'on ne l'aime pas. Parlons du temps. Comment faut-il passer son temps? C'est ce qu'on a de plus précieux. Passer son temps, ça je ne peux pas le dire. Chacun a un bonheur d'une façon ou d'une autre pour passer son temps. En ce qui me concerne, j'aurais voulu avoir le temps nécessaire, les moyens de le faire, c'est d'écrire et de composer, si je peux. Écrire, c'est encore à ma portée. Composer, c'est plus difficile. Maintenant. Si tu penses à tes enfants, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, par Karl. Quand je pense à mes enfants, il y a deux choses d'abord. Il y a une chose qui me fait régulièrement rire, c'est quand ta mère a accouché de toi et je me suis précipité à la mairie pour t'inscrire. Alors j'étais inscrit comme Caroline, fille de Denis Haroche et de Margaretha Gunnarsson. Et je t'ai donné le nom de Caroline Simha, donc le prénom de ma mère. Et il y a une signification d'ailleurs. Pardon? Il y a une signification d'ailleurs. Simha. Oui, oui, c'est le bonheur. Et je suis venu annoncer à ta mère que j'étais inscrit. Elle dit, mais comment? Tu as mis le nom de ta mère, tu n'as pas mis le nom de... Oh, excuse-moi, je vais aller, je cours à la mairie. Karl, c'est ça. J'avais inscrit sous le nom de Sven. Voilà, exactement. Et croyant que Sven, c'était son prénom, et ta mère m'a dit, tu es fou, tu mets Sven, il s'appelle Sven Gunnar. Parce que le prénom était Sven Gunnar et pas Sven. J'ai dû retourner à la mairie pour demander s'ils pouvaient ajouter Gunnar à Sven. Voilà, c'est ça. C'était pour mon frère. Voilà, c'était pour Karl, excuse-moi. Bon, ben alors ça, c'était... Donc, vous avez donc grandi tous les deux à Monaco. Ensuite, vous êtes allés aux États-Unis pour parfaire votre éducation. Toi à Boston et Karl à... En Floride. Karl en Floride, à Melbourne. Oui. C'est une ville, un nom australien, mais c'est Melbourne, Floride. Et vous avez donc fait de très bonnes études tous les deux. Vous avez bien réussi tous les deux. Pas Karl. Karl a eu des débuts très difficiles. Il a eu dont j'ai parlé tout à l'heure, la persévérance d'insister et de ne pas baisser les bras. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a une réussite remarquable. Toi-même, tu es très demandé dans les milieux financiers et je ne peux que me féliciter de votre réussite tous les deux. Je crois que sur ce plan-là, tu ne peux pas me contredire. Non. Hein? C'est vrai. Et quels sont, si je pense à des souvenirs d'enfance de Karl et moi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que tu as des images dans notre jeunesse? Il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Oui, quand vous étiez assez jeune, c'était plutôt la partie monégasque. Parce qu'après monégasque, vous étiez déjà presque adulte et il était difficile de maîtriser à ce moment-là. Quand vous étiez
presque bébé, on peut commencer par là. T'as jamais changé de couche, papa? Quoi? T'as jamais changé de couche? Non, ça, j'étais pas un père-mère. Non. J'étais un père-père. Et je peux raconter un petit détail. Un jour où je prenais mon bain, Margaret vous a amené tous les deux et vous a mis directement dans ma baignoire. Ce qui pour moi était quelque chose d'ahurissant. Avoir mes bébés déjà si petits, etc. J'ai dit, mais c'est pas petit. Il dit, non, non, ta mère était définitive. Il n'est pas question de changer. Alors voilà, je me suis trouvé tout nu, avec mes deux enfants tout nus. Et c'était pour moi à l'époque une chose que je n'aurais pas pu imaginer. Alors, un petit détail qui était très amusant aussi, c'est que c'est un jour, j'étais dans la cuisine, on était encore à Monaco, et j'étais en train de te démontrer assez méchamment ce qu'il ne fallait pas faire. Et je vois arriver de loin, parce que nous habitions un appartement qui était suffisamment grand, il a fallu quand même à Karl pour qu'il court, et il m'a donné un coup de pied parce qu'il pensait que je voulais te faire mal. On était tout petits. Hein? On était bébés. Oui, je n'ai pas dit bébé, j'ai dit que j'étais déjà, je ne sais pas, 5-6 ans, 7 ans. Hein? Je crois qu'on était plus petits. Hein? Et les souvenirs de toi et Karl ensemble de nos voyages, non, tout était très bien. On ne peut pas relever quelque chose de particulièrement important à dire. Il y en a sûrement eu, mais je ne me souviens pas très bien tout de suite. Voilà, chérie. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais aborder ou discuter qui t'est important? Un sujet que j'aimerais aborder. Oui, une période de la production de films. Moi, j'aimais beaucoup le moment du tournage. Ouais. Je n'étais pas tellement impressionné de monter un film, mais une fois qu'il était fait, que nous étions en train de tourner, c'est toujours très, très agréable. Il y a des anecdotes. Je sais qu'il y en a, je ne me souviens pas très bien lesquelles, mais je me souviens... oui, quand on a tourné le film en Israël, il y avait un véritable Allemand qui faisait le rôle d'Allemand. Un nazi qui s'était fait passer pour juif en Israël. Et c'est curieux, j'avais remarqué que certaines attitudes de lui, malgré que c'était un grand acteur, il s'appelait Karl-Heinz Böhm, son père est un grand chef d'orchestre, et une fois, alors il m'a énervé, j'ai dû arrêter le tournage, parce que il devait embrasser sa femme dans le film, amoureux, et comme alors, il ne prenait pas sa femme comme ça, il mettait presque la main sur le dos comme ça. Alors j'ai dit, mais monsieur, quand on prend une femme dans ses bras, on ne met pas la main comme ça, il faut la prendre. C'était aussi simple et aussi bête que j'étais étonné qu'un grand acteur comme lui, parce qu'à l'époque, cet acteur-là était très connu, ne savait pas prendre la position qu'il fallait pour marquer son amour. Et un jour, Edgar Morin, que tu connais, rencontre le directeur, le président du Centre national du cinéma. Il lui a dit, j'ai vu votre film. Il n'osait pas dire qu'il y avait des scènes qui n'étaient pas très bien. Il lui a dit, monsieur, Edgar Morin était très, très, très apprécié par les hautes autorités. Il dit, les meilleures scènes ont été tournées par Denis Laroche. Et ce n'est pas lui qui me l'a dit, ça m'a été dit par quelqu'un d'autre. Bah, t'es un bon vivant. Bien manger, bien boire. Ah oui, ça oui.
à part les périodes de crise, où évidemment je suis obligé de les digérer. Mais dans l'ensemble, c'est vrai, je suis un bon vivant. Un bon vin, si je dis un Jésus, bon vin, tu oui, penses à quoi? voilà, c'est un bon vin, un grand vin. Qu'est-ce À un qui te- moment donné, j'allais dans le même restaurant pour déjeuner. Et c'était la période où j'avais beaucoup d'argent. J'arrivais à table, à déjeuner à ce restaurant, il y avait automatiquement une bouteille de Château Pertu. Oh ben, Château Pertu. Oh là là, le plus grand. Il y avait une bouteille de Pétrus. Château Pétrus, 82 quelquefois, mais en tout cas un Pétrus. Pétrus étant connu comme le plus grand Bordeaux. Je voudrais que tu te décrives. J'aimerais comprendre la perception que tu as de toi-même. Donc, selon toi, si tu peux te décrire en quelques mots. Et pourquoi? En quelques mots, je me décris moi-même. Oui, j'ai un grand défaut. Non, mais pas que des défauts. Quelles sont tes qualités, pour commencer? Mes qualités, c'est que j'estime que je suis très humain, que je ne ferai jamais de mal à quelqu'un. Pour te dire, quand j'ai acheté le Palais de la Méditerranée, ça j'ai oublié d'en parler, mais c'est important, il y avait dans l'héritage que j'ai eu dans la caisse du palais, il y avait, je ne sais pas, peut-être 1 kilo, pas très loin en tout cas d'1 kilo, de chèques sans provision, de traites, de trucs que donnaient les joueurs quand ils perdaient. Ils déposaient des chèques qu'ils allaient payer plus tard. Renée Leroux, qui était à l'époque gérante du Palais de la Méditerranée, elle m'a remis ça, elle me dit, vous avez acheté le palais, il y a tout ça, elle m'a donné. Eh bien, j'ai pensé à ce moment-là remettre ça à un avocat. Et puis j'ai pensé à ces pauvres gens qui non seulement ont perdu l'argent qu'ils avaient mis, mais en plus ils se sont endettés pour jouer. Eh bien, j'ai jeté ce paquet de chèques, de traites et de machin. Un jour, je me suis dit, bon, moi, le bon Dieu m'a aidé, m'a donné autant d'argent pour acheter ce palais de la Méditerranée. Et il y a des gens qui vont encore trembler de penser que leur chèque va être mis, la traite va être mise, etc. pour encaissement. J'ai jeté ce paquet-là. Alors donc, tu vois, j'étais d'un certain humanisme et j'étais très fier de moi d'avoir pris cette décision. Moi aussi, je suis Alors, fière de toi. l'autre question était quoi? Ton défaut, par contre. Donc, c'est une grande qualité, en effet. Mais Eh bien, mon défaut, c'est que je ne suis pas sérieux. comment ça, t'es pas sérieux? Ah, je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux dans... Attention, pas sérieux dans les petites choses de la vie. Ce n'est pas que j'étais capable de faire une chose condamnable. Mais je laissais trop tomber des choses comme ça pour faire d'autres que j'aime plus, etc. Si j'avais été sérieux dans mon travail, j'aurais été beaucoup plus riche que je ne l'ai été à un moment donné. C'est-à-dire, quand j'avais ce qu'il fallait, moi, et que j'avais éventuellement un avenir immédiat garanti, je ne m'occupais pas du reste. Voilà pourquoi c'est le non-sérieux. De ne pas continuer à essayer de vivre mieux. Non, quand j'avais suffisamment, je ne m'occupais pas trop de... Voilà, c'est ça le côté pas sérieux. Je suis intéressée de comprendre un peu plus ta relation vis-à-vis de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre et quel est le but de la vie au final? C'est-à-dire, la vérité avec tout ce qui concerne Dieu, je ne veux pas trop y penser. Ah bon? Oui, parce que je crois, comme je t'ai dit, je crois en Dieu.
cette croyance m'oblige à respecter beaucoup de choses. Et quand des fois je suis dans une situation difficile, j'implore Dieu et il m'aide. Donc je suis obligé de croire en Dieu. Mais il y a des choses sur lesquelles je doute. Je dis par exemple, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués par les nazis. Je me dis, si Dieu existait et que nous sommes le peuple élu, puisqu'on est le peuple élu, nous étions le premier peuple des 3 religions monothéistes, ça c'est une chose que je ne comprends pas. Comment ça se fait que Dieu n'a pas intervenu pour éviter à 6 millions de Juifs d'être... C'est ça, c'est ce doute-là, c'est ce genre de trucs comme ça. Pourquoi Moïse, quand il est venu, il a tourné du côté où il y avait du pétrole et pas du côté juif où il aurait pu avoir le pétrole. Alors c'est ce genre de truc qui me pose question et que je me dis, bon, on peut pas reprocher à Dieu d'avoir fait quelque chose qui... Bien sûr. C'est là, C'est la foi. c'est ce qui foi. crée le... Alors moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Si les choses qui arrivent devaient arriver pour des raisons que j'ignore, alors je crois et je ne me pose plus de problème. Qu'est-ce qui t'agace? Qu'est-ce qui t'énerve? Ah, les idiots. Les gens idiots qui... Bon, être idiot, c'est pas grave, c'est une maladie. Mais ceux qui veulent absolument démontrer qu'ils ne sont pas idiots. Alors ça, c'est cette attitude qui m'énerve. Et comme je l'ai dit, comme je suis humain, je limite mes dégoûts. Reparlons de la nourriture. Hein. Tu aimes bien manger, même des plats cuisinés. Ah oui, j'aime bien. Quel est ton plat préféré? Qu'est-ce qui... Eh bien... Si je pouvais te cuisiner quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais que je te prépare? Non. Non? Je n'ai pas de plat préféré. Pour la bonne raison, c'est que n'importe quel plat, s'il est bien fait, avec un cuisinier ou une cuisinière, ou surtout ma mère, les plats de ma mère, c'est les meilleurs. Alors donc, c'est pas une question d'un plat qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je peux dire que j'aime ce qui est cuisiné avec goût et dans lequel on a mis un peu son cœur. Parce que il y a une raison de s'appliquer, comme on peut s'appliquer quelquefois pour faire une chose qu'on aime. Donc, pour une question importante, être parent. Comment? Être parent. Oui. Qu'est-ce qui définit être un bon parent? On a eu des parents qui nous ont aimés beaucoup, qui ont tout fait pour notre bonheur, qu'à aucun moment, je n'ai aucun souvenir de mon père et de ma mère qui a été marquant dans ma vie. Aucun moment. Par contre, le seul homme qui remplaçait notre père, c'était mon frère aîné. Mon frère aîné était très sévère avec nous, mais pas méchamment. Hein. Je peux même dire un détail qui était unique dans son genre et qui répond à ta question, c'est que la seule fois de ma vie où j'ai reçu une gifle, ça a été de mon frère aîné. Pourquoi? Tu l'as mérité? Hein? Tu l'avais mérité? Oui, je l'ai mérité. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'avais un ami de camarade de classe que j'aimais beaucoup et nous étions bons amis. Cet ami, sa mère, tenait un hôtel. Alors pour nous, à cette époque, une femme qui tient un hôtel, c'est loin d'être vivable pour nous. Alors son fils, un jour, Victor, mon frère, il me dit, je t'interdis
de voir ce garçon-là. Alors, il y a beaucoup d'amis qui sont très bien, très gentils, mais pas celui-là. Bon, moi, je n'ai pas tenu compte, parce que bon, vas-y, j'ai continué à le voir. Évidemment, je vais m'arranger pour pas rencontrer Victor, mon frère. Hein. Et un jour, il me voit avec lui. Il m'a donné une gifle, il m'a dit, si tu avais demandé de ne plus voir jamais ce garçon-là, je ne peux pas lui dire, il peut... sa mère peut-être ce qu'elle est, mais lui, il est... J'ai pas dit un mot, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, on avait peur de notre frère aîné, et qui était... qui nous a élevés pratiquement sur un certain point. Pas ce qui nous ont élevés, c'est pas notre père et notre mère, mais sur des choses, la conduite, l'école, les choses comme ça. Et j'ai une question pour toi. Oui. Quel âge aurais-tu si tu ne connaissais pas ton âge? Qu'est-ce que j'aurais souhaité, c'est ça? Non. Quel âge, si tu ne connaissais pas ton âge, quel âge est-ce que tu penserais que tu aurais? C'est difficile à dire ça. Tu te sens d'être un homme de quel âge? Pardon quoi? Tu es un homme qui a quel âge dans ta vision des choses? Je ne veux pas te dire, parce que ça, d'abord, ma vie, malheureusement, a été faite beaucoup en dents de scie. Il y avait des hauts et des bas. Oui, ma vie a été en dents de scie. J'ai régulièrement des hauts et des bas. Heureusement, le haut était beaucoup plus souvent que le bas. Mais de là à dire que j'aurais supposé aimer, ça me paraît difficile. Non, je disais, si tu ne connaissais pas ton âge, tu te donnerais quel âge aujourd'hui? Parce que tu as 95 ans, mais c'est un âge, mais tu penses que tu as quel âge dans ton esprit? Ah oui, là, je pense que je suis plus jeune, c'est Oui, ça. voilà, c'est-à-dire que c'est un âge, tu as 95 ans, mais au fond, si tu Oui, pouvais oui. te donner un autre âge, quel Ah âge ben est-ce que tu te ça, je donnerais? peux te dire que je me le dis souvent, parce que je croise régulièrement des gens qui sont plus jeunes que moi et qui ne se traînent pas. Alors ça, et comme j'ai vécu des fois dans des hôpitaux et que j'ai vu certains malades de 40 ou 50 ans qui traînaient la vie à la recherche de la mort. Donc je me réjouissais que le bon Dieu m'ait donné cette possibilité de continuer à vivre relativement bien. Alors parlons maintenant de tes voyages, des pays dans lesquels tu as vécu. Quels sont les pays qui t'ont vraiment marqué? Quels sont les pays probablement qui te définissent un petit peu? Oui, alors, au fond, je n'ai pas tellement voyagé. Le Maroc, c'est mon pays natal, mon deuxième pays, ou mon premier, je ne sais pas. Oui, oui. C'est quand j'ai vécu au Maroc, toutes mes premières années, j'étais bien et je n'avais pas de raison de savoir si c'était la bonne chose ou la mauvaise chose. Mais là où j'ai compris que la vie au Maroc était merveilleuse, c'est quand je me suis absenté du Maroc une dizaine d'années et que je suis revenu et que j'ai trouvé que c'était un très beau pays, qu'on vivait très bien, que les gens étaient gentils, que les Arabes marocains n'étaient pas du tout les ennemis des Juifs. Il y avait une symbiose entre Juifs et Arabes et c'était agréable à sentir. Et tu as d'autres pays qui t'ont... Alors dans d'autres pays, le bonheur d'arriver en Israël, ça a été quelque chose de formidable. Ça, je ne peux pas dire que j'aurais été triste parce que je n'aurais pas su. Je n'aurais pas pu vivre sans avoir été en Israël. Ouais. Donc déjà, ça, c'est un point de voir que ce pays a finalement existé. Parce qu'Israël et les Juifs, c'est ce qu'on appelle les Juifs errants, ils étaient dans tous les pays du monde, chassés de partout. Pas de pays, en fait, il n'y avait pas de pays. Donc,
depuis 1948, je crois, où a été la création d'Israël, pour moi, ça a été un pas dans ma condition juive. Maintenant, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu passes quelques minutes à parler de chacun de nous. Maman, Karl, moi et Karina et Jacob. Alors, on va commencer par un petit message personnel. Par le plus âgé. Donc, c'est ton père. Un message personnel que tu te donnes toi-même? Pardon? Un message personnel que tu te donnes toi-même? Non, mais bon, moi j'ai déjà parlé de moi. Donc c'est ta mère. Alors ta mère elle est très spéciale. Ça vaut la peine qu'on parle d'elle, parce que alors je cite le mauvais côté d'abord. Elle est trop décisive. Quand elle dit une chose, c'est la vraie pour elle. C'est pas assez. Peut-être oui, peut-être non. Non, c'est comme ça. Alors, c'est. Elle est têtue. Hein, c'est vrai. Hein? Elle est têtue. C'est ça. Elle est têtue, elle est définitive, et c'est comme ça. Bon. Alors, au début, elle, nordique, suédoise, et moi, marocain, ça pouvait pas aller tout de suite. Mais ça allait très très bien parce qu'il y avait l'amour. Alors, l'amour a effacé tout ce mauvais côté. Pas tellement, d'ailleurs. Il est effacé comme ça, sporadiquement. D'un autre côté, elle est vraiment, vraiment la mère de famille. Ça, je me souviens, un premier détail magnifique déjà, on avait toujours une nurse qui s'occupait de vous, de toi et de Karl. Mais jamais, ta mère allait vous accompagner à l'école. Ta mère se levait de bonne heure, vous aidait à faire la toilette, et elle vous accompagnait à l'école, tous les matins. Ça, c'est déjà un avantage. Évidemment, elle était gentiment exigeante avec vous. Je ne peux pas dire quelque chose de mal chez ta mère pour vous, avec moi peut-être, mais avec toi et Karl, ça il n'y a rien à dire. On était assez riches, donc tout se passait bien quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout s'arrangeait, etc. Et quand moi j'ai commencé à tomber à cause de mon voyage en Russie, ça c'était un mauvais point, pour le dire. Elle n'a pas été d'un soutien qu'il fallait. Donc certaines choses se sont écroulées. Cela dit, Margaret s'en est aperçue. Et je dois dire que ce retour au bonheur, il coule encore. Il ne se passe pas 2 jours où elle ne téléphone pas. Et elle m'appelle comme avant, mon cœur. Et puis voilà. Donc en ce moment, ça baigne. Et un petit message. Hein? Peut-être un petit message pour Karl. Ah oui, alors Karl c'est la merveille. Ah oui, Karl, c'est la merveille. Je peux dire qu'il n'y a rien à dire. Hein. que tout est parfait avec Karl. Oui, mais peut-être décris-nous un peu sa personnalité, comment tu le vois. Même dans alors lui, il avait prononcé un mot à 2 ou 3 reprises pendant toutes ces interviews, la persévérance. Alors, Karl
bah, toujours, c'est ça qui est magnifique, il m'a régulièrement démontré son amour pour moi, dans les petits détails comme dans les grands. Et aujourd'hui, plus qu'avant, il n'arrête pas de le démontrer. Il ne se passe pas de maximum 3-4 jours sans qu'il me téléphone pour me demander si je vais bien, si j'ai besoin de quelque chose. Non, il faut dire que Karl, c'est une route sans obstacle. Et Karina? Oh, Karina, je ne la connais pas. Non, non, je mentirais, je ne la connais pas. Elle me donne d'abord, premièrement, un point très, très positif, c'est elle a épousé Karl. Elle a rendu heureux. Karl m'avait toujours dit, papa, arrête de me parler de mariage, je ne veux pas me marier. Alors, tu me passes tout le temps, etc. Je ne veux pas me marier. Et un jour comme ça, sans que je m'attende, papa, je suis amoureux. Je dis, mais c'est qui ça? Elle m'a dit, elle est russe. Je m'en fous ce qu'elle est. Tu te maries, c'est le principal. Et quand je vois qu'il est heureux, maintenant, je crois qu'on ne peut que féliciter Karina. Oui. Hein? Et petit Jacob, un petit message Ah personnel pour lui. Il m'a montré, j'espère que cette énergie qu'il démontre à cet âge-là, qu'il pourra la montrer autant quand il sera majeur. Et, Jacob me donne l'impression que ça va être un grand bonhomme. Peut-être je me trompe, parce qu'à cet âge-là, vraiment, on ne peut pas faire un pronostic. Je pense que tu as raison. Hein, mais ça ne peut être que bien. En tout cas, pour le moment, il se conduit, en ce qui me concerne, comme le meilleur des petits garçons. Il y a un petit message. Sauf qu'il n'a pas ce que nous avions, toi et Karl. Hein? Vous ne donniez pas de mal à Margaret. Hein? Toujours très gentille, obéissante, tous les deux, obéissants, je veux dire, vous, toi et... Ah oui, vous étiez des enfants modèles. Et en parlant de modèle, Mourmour, une petite pensée pour elle. Mourmour, elle fait bien son métier de grand-mère. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Elle ne sait plus quoi faire pour vous faire plaisir. Alors, vraiment, il n'y a aucun reproche à faire, à aucun moment. On ne vit pas avec elle comme on vit avec toi et Karl, mais il n'y a rien à dire. Et finalement, et pour moi, est-ce que tu as un conseil à me donner? Ou moi, une pensée ou un conseil? Continue à m'aimer. Je vais raconter une anecdote amusante. Vas-y. Ok. C'est ok? Si. Pendant des vacances, j'étais à Cannes, à Pelleroc, un petit village à côté de Cannes. Et dans cette villa, qui était neuve et qui appartenait à Charles Trenet, vous ne savez pas qui c'est, Charles Trenet, mais c'est un grand chanteur. Donc j'allais tous les matins, vers midi, à la poste pour téléphoner à mon bureau. Et un jour, tout près de la poste où j'allais, je vois arriver l'Agacan avec son chauffeur et sa femme, à pied, en train de marcher. Ils allaient à la poste. Et alors le Raran, qui est milliardaire, vous savez quelle est la propriété de la Raran? Chaque 10 ans, je crois, ou 5 ans, à l'Inde, le peuple lui offre son poids. Il était gros. Il pesait, on lui offrait le même poids en bijoux. Chacun, les femmes et les hommes, apportaient des bagues, des colliers. Et je vois, il vient vers moi, il me dit, Denis, tu ne veux pas me prêter
un peu d'argent, je dois téléphoner. Je lui dis, mais tu rigoles? Parce que je le connaissais bien, elle était. Il me dit, voilà, on vient d'être attaqué par des bandits. Ils ont pris la voiture, ils ont pris tous les bijoux de ma femme, leur portefeuille, il n'y a rien. On n'a plus. J'ai dit, c'est pas possible. Vous n'avez plus rien. J'ai dit, bah, vous savez, la poste, ils vont vous faire cadeau de téléphone quand ils vont vous voir arriver, etc. Et il y avait, à l'époque, dans le plus grand journal de France, qui s'appelait France Soir, il y avait une femme qui avait un article de journal de tous les jours. Tous les jours, ça s'appelait une femme qui racontait les potins, comme on peut dire, les potins. C'est une femme qui raconte ce qui se passe dans la journée. C'était mon amie, il s'appelait Carmen. Je prends le téléphone, je l'appelle. Et je lui dis, je vais te donner une nouvelle toute fraîche, elle date d'un quart d'heure. Et évidemment, la police est venue, ils ont amené l'Agacan et tout ça. Je crois qu'ils n'ont pas très bien compris. L'humour, c'est important, papa. Hein? Quelles sont les qualités importantes qu'il faut avoir dans la vie, selon toi? Oui, tu vas me parler d'humour. Oui. L'humour, c'est important. Oui, l'humour, c'est très important pour raconter des histoires. C'est drôle, c'est amusant. On dit que si on rit beaucoup, ça fait du bien à la santé. Alors, les Français n'ont pas beaucoup d'humour. Si tu étais un animal, quel animal ce serait? Quel animal serais-tu, pardon? Lion. Lion. Non, taureau. 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 Bon. Pourquoi? Taureau, parce que toréador. Mais le taureau, il se fait tuer, donc Quoi? c'est pas bien. Quoi? Il se fait tuer, le taureau, donc c'est pas bien, toréador. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est... D'abord, le lion t'est venu à l'esprit, donc c'est la personnalité, tu te vois comme un lion? Féroce comme un lion? Non, c'est la force. La force. La force. Ben, le taureau et le lion, c'est deux animaux. Parce avec beaucoup de que, force. parce que être fort dans la vie, c'est nécessaire. Ouais. C'est une vie qui n'est pas facile. Si tu ne te défends pas, on te tuera. Oui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es heureux? Oui, Parce que tu me disais que malgré le haut et les bas, oui, tu es toujours heureux. oui. Et ça, c'est vraiment Oui, une force. parce que et c'est- ça, selon moi, c'est la force. C'est Oui, vraiment une force. Je C'est-à-dire dis, quand je me que levais c'est- le matin, même quand j'avais eu, en supposant la nuit, la veille, des problèmes, des choses qui n'étaient pas heureuses, je me dis, mais merci mon Dieu, je vis, j'ai de quoi manger, dormir. Selon moi, ça, c'est la plus belle leçon de vie. C'est Voilà. cette force de continuer. Et ça Et revient voilà. au point sur la Je- persévérance. peu Et importe. des fois, je me dis, même des fois, je me dis, mais Denis, tu es vraiment bête. Pourquoi tu es triste? Tu as tout ce que tu veux. Je me dis à moi-même, Ah, tu te parles à toi-même? Hein? Tu te parles à toi-même? souvent, voilà, je me critique énormément. Ah bon? Ah oui. Parce que j'ai fait beaucoup de fautes. Et je me dis, si j'avais réfléchi un peu, je n'aurais pas fait telle chose ou telle autre. Donc je m'engueule. Tu t'engueules? Oui. Mais c'est que maintenant, avec du recul, ou tu as toujours été comme ça? Toujours. Parce que j'ai toujours. C'est pour ça, tout à l'heure, sur une autre question, je t'ai dit, je regrette. Non, pas je regrette, j'étais pas sérieux. Ouais. C'est parce que j'avais dit ça. Parce que je n'aurais pas dû laisser passer aussi souvent ces moments de laisser aller, au lieu de réagir. Hmm. Mais l'être humain n'est pas fait d'une seule pièce. Il a des hauts, des bas, des choses. Le principal, c'est de le reconnaître et de se dire, je vais corriger telle chose ou telle autre quand elle va se reproduire. Ouais. Voilà. Qui est la femme la plus belle du monde? La femme la plus belle du monde, Celui que toi, pour moi, pour toi, c'est une femme que je n'ai pas épousée.
4. Mais elle existe, elle a existé. Si, il existe. Ah oui. C'est une Polonaise. Elle était transparente. Elle était belle. Quand j'arrivais avec elle quelque part, c'est la mère de Frédéric. Hein. Ah oui. Ah oui, quand j'arrivais avec elle quelque part, les gens s'arrêtaient de parler. Un jour, il y avait un bar qui était très à la mode. On ne peut pas rentrer, c'est toujours plein. Et il n'y avait que des gens importants, des gens... Et quand on rentre là-dedans, on entend ça, tout le monde parle. Et j'arrive avec elle, les gens se sont arrêtés de parler. C'était la beauté parce qu'elle n'avait rien dans la tête. Tout ce qu'elle n'avait pas dans la tête, elle l'avait sur le visage. Et comment en tant qu'homme, quels sont les secrets de séduction? Et quoi là? Quels sont tes secrets de séduction? Comment est-ce que tu as séduit les femmes dans ton passé? Eh bien, j'avais une technique. Ah bon? J'avais une technique, c'était quand une femme m'intéressait, je parlais avec elle, j'étais toujours d'accord sur ce qu'elle disait. Et je développais ce qu'elle aimait, pas moi. Même quand elle disait une bêtise, je continuais dans la bêtise. Alors là, à ce moment-là, elle commençait à venir. Ah oui, quels sont selon toi des hommes ou des femmes qui ont vraiment marqué l'histoire? Quelles sont les personnes les plus importantes qui ont vraiment marqué l'histoire selon toi? Pas seulement en France, c'est-à-dire que tu peux développer dans le monde. Abraham Lincoln, Ah bon? président des États-Unis. Pourquoi il est plus Parce qu'il a interdit l'esclavage des Noirs. C'est le premier homme, président des États-Unis, il s'est marié avec une Noire. Et il a aboli l'esclavage. Et pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que toi, c'est cette personne qui t'est venue à l'esprit? Comme ça, maintenant, il y a peut-être d'autres hommes. D'autres hommes ou femmes qui sont, selon toi, ont un impact important? Ah oui, il y a une femme formidable qui était très moche, mais Golda Meir, qui était présidente d'Israël, la première, elle a eu le courage de s'habiller en homme et de rentrer en Jordanie. Et c'était une femme qui a fait beaucoup de bien à Israël. Quoi? Qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Oui, La connaissance. la connaissance. Je me rappelle que quand j'étais petite, tu me dis qu'il fallait que je lise le dictionnaire, l'encyclopédie tous les soirs. Oui. Si tu avais demain des aliens qui venaient, comment est-ce que tu décrirais la Terre? C'est quoi si? Est-ce que tu peux me décrire la Terre? Décrire la Terre. Selon toi, décris-nous la Terre, comment tu la vois? Pour quelqu'un qui ne ferait pas partie de cet univers, c'est-à-dire qui arriverait sur cette planète, qui découvrirait la Terre, comment est-ce que tu la décrirais? Je viens de le dire, c'est comme les d'autres planètes. Il y a des êtres humains, des animaux, des machins, avant le déluge. Il y a bien eu le déluge. Et quel est le plus grand problème de la Terre, de la planète, selon toi? Quel est un des plus grands problèmes? C'est le climat maintenant. Le climat. Alors ça va peut-être nous emmener à un nouveau déluge. D'ailleurs, moi je crois personnellement que la Terre est en train de commencer à se désintégrer. Ah bon? Ah oui. Mais selon moi, c'est peut-être dans 1000 ans, ou dans 10 000 ans, ou 20 000 ans, je ne sais pas. Mais il y a un cycle, à mon avis, il y a des cycles. Et l'existence de la Terre, c'est comme la vie d'un homme, d'un être humain.
il vit 70, 80, 110, 120 ans et il meurt. Et la planète vit, au lieu de vivre 100 ans, comme vivent un humain, la planète vit peut-être 100 millions d'années. Peut-être qu'on est déjà à la 99 millions d'années et qu'on va tous sauter, mais... Est-ce que tu crois au destin? Oui, beaucoup. Oui. Ouais. Beaucoup parce que je me base d'abord sur moi-même. Comment se fait-il que j'ai eu des périodes où je n'avais qu'à donner un coup de téléphone pour gagner de l'argent? Un coup de téléphone. Et j'en donnais pas mal. Donc j'étais destiné à être riche pendant une période. Et d'autres, je ne comprends pas pourquoi telle chose ou tel autre arrive. Je crois que le destin existe. Et pour finir, une vie bien accomplie est une vie? On est finalement, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait de bien et de mal, qu'on reconnaît avoir bien fait les choses. Pas avoir été heureux, d'avoir bien fait sa vie. D'avoir été, comme je te l'ai dit, d'avoir jeté les chèques et les machins, parce que j'ai rendu service quand j'ai pu, je me suis attendri sur des gens malheureux,